Il existe des moments où le destin place la bonne personne au bon endroit pour révéler les plus sombres secrets. Quand Julien Moreau, 38 ans, ancien analyste senior de la DGSE, devenu simple employé de bureau, a découvert que l'entreprise qui venait d'acquérir sa petite société appartenait à Isabelle Dubois, PDG millionnaire et mère de la fillette qui harcelait sa fille de 9 ans, il ne savait pas qu'il allait dévoiler la plus grande opération de blanchiment d'argent de l'histoire française moderne. Ce père célibataire, qui avait quitté les services secrets pour élever sa fille Emma après la mort de sa femme, possédait un talent unique. Décoder les patterns invisibles, décrypter les signaux cachés dans les données les plus complexes. Compétence qu'il utilisait chaque soir pour jouer au jeu de code avec Emma, mais qu'Isabelle Dubois allait découvrir de la façon la plus brutale qui soit. L'histoire extraordinaire de comment un homme brisé par la perte a trouvé sa rédemption en protégeant sa fille et en exposant un empire criminel de 500 millions d'euros. Une leçon magistrale sur le fait que l'amour paternel peut déclencher la plus implacable des justices et que parfois, les vrais héros portent des costumes froissés et rentrent chez eux pour aider au devoir. Si vous êtes pas prête pour cette histoire de vengeance silencieuse qui prouve que sous-estimer un père protecteur est l'erreur la plus dangereuse qu'on puisse commettre, écrivez en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Passons maintenant à l'histoire. Julien Moreau gara sa Peugeot fatigué devant l'école élémentaire Saint-Antoine. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les platanes centenaires qui bordaient la rue, projetant de longues ombres sur les pare-brises et les visages d'enfants. Quand Emma émergea par les doubles portes, son cartable rebondissant contre sa petite silhouette, Julien ressentit la même joie tranquille qu'il éprouvait chaque jour à cet instant. C'était la raison pour laquelle il avait reconstruit toute sa vie. Elle grimpa sur la banquette arrière, parlant déjà avant que sa ceinture ne clique. « Papa, Madame Laurent a dit que mon travail de maths était excellent aujourd'hui. Elle a dit que j'avais résolu le problème plus vite que tous les autres de la classe. » Julien ajusta le rétroviseur pour voir son visage, rayonnant de fierté et d'excitation. « C'est ma fille. Tu veux qu'on joue au jeu des codes ce soir? » Les yeux d'Emma s'illuminèrent comme chaque fois qu'il mentionnait leur tradition spéciale. C'était quelque chose qui n'appartenait qu'à eux. Le langage que seuls eux parlaient. Ça avait commencé 4 ans plus tôt, dans les semaines après la mort de Marie, quand Julien avait eu besoin de quelque chose pour combler le silence qui menaçait d'engloutir leur petit appartement. Sa femme avait lutté contre le cancer pendant 2 ans avant qu'il ne l'emporte finalement. Et pendant ces derniers mois terribles, Julien avait regardé Emma se replier sur elle-même, devenir plus silencieuse, plus petite, comme si elle pouvait disparaître dans les murs et échapper au chagrin qui saturait leur foyer. Les jeux de code avaient été sa façon de l'atteindre, de lui rappeler que la communication pouvait être un jeu, que la connexion pouvait se trouver même dans les moments les plus sombres. Ce qui avait commencé par de simples substitutions numériques avait évolué vers des chiffres de plus en plus complexes, chacun étant un pont entre père et fille. Leur appartement dans le Marais était petit mais chaleureux, rempli des dessins d'Emma sur le réfrigérateur et des photographies de Marie sur toutes les surfaces disponibles. Ce soir-là, après que le dîner ait été mangé et la vaisselle lavée, Julien s'assit à la table de la cuisine avec une feuille de papier et un crayon. Emma se pencha contre son épaule, regardant tandis qu'il écrivait une séquence de nombres avec la précision minutieuse qui avait jadis décodé des messages de certaines des personnes les plus dangereuses du monde. « Tu te souviens du chiffre qu'on a appris la semaine dernière? » demanda-t-il. Emma hocha sérieusement, son front se plissant de concentration. Elle étudia les nombres, ses lèvres bougeant silencieusement, tandis qu'elle travaillait sur la substitution. Puis son visage s'illumina d'un sourire si large qu'il rappelait à Julien Marie, la façon dont sa femme riait quand elle était vraiment ravie par quelque chose d'inattendu. « J'ai annonça triomphalement Emma. Julien la serra dans ses bras qu'il aurait souhaité pouvoir faire durer éternellement. Le signal est toujours clair quand on sait comment le lire. C'était leur vie maintenant. Et Julien avait fait la paix avec sa simplicité.
Il travaillait comme analyste de données pour une petite société de logistique du centre-ville. Un travail qui exigeait peut-être 10% de ses capacités réelles, mais lui permettait de partir à 17 heures tous les après-midi sans exception. Il cuisinait le dîner, aidait aux devoirs, jouait aux jeux de code et lisait à Emma jusqu'à ce qu'elle s'endorme, sa tête sur son épaule. Personne à son bureau ne savait qu'il avait passé 12 ans comme analyste senior du renseignement de signaux à la DGSE. Personne ne savait qu'il avait décodé des réseaux de communication pour des syndicats criminels internationaux, qu'il avait assemblé des fragments de transmission interceptés qui avaient mené aux arrestations de certaines des personnes les plus dangereuses du monde. Il avait laissé tout cela derrière lui quand Marie était morte. Le travail avait exigé trop de lui, l'avait gardé loin pendant les mois où sa femme avait eu le plus besoin de lui, quand sa fille avait eu le plus besoin de lui. Après les funérailles, Julien avait regardé le visage d'Emma et pris une décision que ses anciens collègues ne comprenaient toujours pas et ne comprendraient probablement jamais. Il avait abandonné une carrière que la plupart des professionnels du renseignement auraient tuée pour avoir accepté un salaire qui était un cinquième de ce qu'il avait gagné et s'était engagé à être présent, complètement présent, chaque jour. Julien remarqua que quelque chose n'allait pas au moment où Emma franchit les portes de l'école. Son entrain habituel était absent, ses yeux fixés au sol comme si elle avait peur de lever les yeux et voir le monde autour d'elle. Elle grimpa dans la voiture sans parler, son silence lourd d'une façon qui fit se serrer la poitrine de Julien avec une inquiétude immédiate. « Comment s'est passée l'école ?» demanda-t-il, gardant sa voix décontractée malgré les sonnettes d'alarme qui résonnaient dans son esprit. Emma haussa les épaules, ne croisant toujours pas son regard. « Bien. » Le mot resta suspendu entre eux, évidemment, et douloureusement faux. Julien ne poussa pas. Il avait appris qu'Emma parlerait quand elle serait prête, que la pressée ne faisait que la faire se replier davantage sur elle-même. Ils rentrèrent par les rues bordées de maisons historiques, passant devant les commerces de quartier et les petits parcs où Emma avait appris à faire du vélo 2 étés auparavant. À l'appartement, Emma alla directement dans sa chambre pour changer ses vêtements d'école. Julien commença à préparer un goûter, coupant des tranches de pommes et les arrangeant sur une assiette comme elle aimait, quand il entendit un petit bruit depuis le couloir. Pas tout à fait un sanglot, mais quelque chose qui s'en approchait. Il trouva Emma debout devant son miroir, sa chemise à moitié enlevée, figée sur place. Sur son bras, s'étalant sur la peau pâle comme un nuage d'orage, était un bleu de la taille d'une balle de tennis, violet et en colère, clairement frais. La vue le fit se tordre violemment l'estomac. Il s'agenouilla à côté d'elle, ses mains tremblant avec l'effort de garder sa voix stable et calme. Les larmes vinrent alors, brisant le mur qu'elle avait construit pendant le trajet de retour. Entre les sanglots, l'histoire émergea en fragments que Julien assembla avec la même précision analytique qu'il avait jadis utilisée pour décoder les communications ennemies. Chloé Dubois, la fille de la femme que tout Lyon appelait la plus jeune PDG de l'histoire de la ville, avait coincé Emma à la récréation avec un groupe de ses amis. Emma avait résolu un problème de mathématiques que Chloé n'arrivait pas à faire, avait répondu correctement quand Chloé avait répondu faux. L'humiliation avait été publique, observée par une douzaine d'autres enfants. Alors Chloé et ses amis avaient poussé Emma sur l'asphalte, avaient frotté son bras contre la surface rugueuse, tandis que d'autres enfants regardaient en silence, trop effrayés pour intervenir. « Elle a dit que je n'avais pas le droit d'être plus intelligente qu'elle, » murmura Emma à travers ses larmes. « Elle a dit que les enfants pauvres n'ont pas le droit d'être meilleurs qu'elle en quoi que ce soit. Elle a dit que sa maman pouvait rendre nos vies misérables si elle voulait. » Julien serra sa fille contre lui, la tenant contre sa poitrine tandis qu'elle pleurait. Son esprit passait en revue les réponses, les actions, les diverses façons dont il pouvait traiter cette situation. L'analyste en lui cataloguait déjà les informations, notant les patterns, classant le nom Dubois pour référence future. Mais principalement, il était juste un père, tenant son enfant blessé, souhaitant pouvoir absorber sa douleur en lui-même. « Tu n'as rien fait de mal, » dit-il finalement, sa voix rauque d'émotion contrôlée. « Tu es intelligente. »
c'est quelque chose dont il faut être fier, jamais quelque chose pour lequel s'excuser. Emma recula pour regarder son visage. Pourquoi les riches pensent qu'ils peuvent faire du mal à tous les autres, papa? Julien fut silencieux un long moment, considérant soigneusement sa réponse. Parce que personne ne leur a jamais enseigné le contraire, dit-il tranquillement. Parce qu'ils n'ont jamais fait face aux conséquences de leurs actions. Le lendemain matin, Julien était assis face au directeur de l'école Saint-Antoine, un homme nerveux nommé Anderson, qui ne semblait pas pouvoir croiser son regard. Le bureau sentait le vieux café et le papier rassis, et à travers la fenêtre, Julien pouvait voir les enfants jouer dans la cour, inconscient de la conversation qui se déroulait à l'intérieur de ces murs. « Monsieur Moreau, je comprends votre inquiétude, mais la situation est compliquée. » Julien garda sa voix égale avec un contrôle pratiqué. « Une enfant a agressé ma fille. Qu'est-ce qui est compliqué là-dedans? » Anderson changea de position inconfortablement dans sa chaise. « La famille Dubois a été très généreuse envers cette école. Il finance 40% de notre budget annuel, le nouveau laboratoire de sciences, le programme de musique, les activités après l'école. » Il s'interrompit, reconnaissant apparemment comment ces mots sonnaient. « Je parlerai à Chloé. Je suis sûr que c'était juste un malentendu entre enfants. » Julien se leva, comprenant parfaitement. Il n'y aurait pas de justice ici. Une semaine plus tard, la nouvelle se répandit dans le bureau de Julien comme un feu de brousse dans des broussailles sèches. Dubois Logistique avait acquis la petite entreprise où il travaillait. Tous les employés seraient conservés et transférés au siège principal de la rue de la République, avec effet immédiat. Julien était assis à son bureau, fixant le mémo qui venait d'arriver dans sa boîte mail, sentant quelque chose bouger dans sa poitrine. Il allait maintenant travailler pour la mère de la fille, qui avait blessé sa fille, marcher dans un bâtiment possédé par une famille qui croyait que l'argent pouvait acheter l'immunité contre les conséquences. Une partie de lui voulait démissionner, s'en aller, et trouver un autre travail tranquille où il pourrait rester invisible et anonyme. Mais une autre partie, celle qui avait passé 12 ans à chasser des patterns dans le bruit, à chasser la vérité dans le chaos, sentit quelque chose s'agiter qu'il n'avait pas expérimenté depuis des années. C'était le vieil instinct, celui qui l'avait rendu précieux à l'agence, celui qui reconnaissait quand quelque chose n'allait pas, même avant de pouvoir articuler ce que c'était. Julien se présenta au siège de Dubois Logistique un lundi matin, montant dans l'ascenseur jusqu'au 7e étage où était logé le département d'analyse. Le bâtiment était tout verre et acier, moderne et imposant, un monument à la richesse et à l'ambition qui dominait les rues historiques du centre-ville lyonnais. Sa nouvelle superviseure était une femme distraite nommée Patricia, qui sembla soulagée d'avoir quelqu'un qui pouvait réellement faire le travail sans supervision constante. Elle le dirigea vers un bureau près de la fenêtre et lui remit des identifiants de connexion. « Vous analyserez les données d'expédition », expliqua-t-elle. « Route, timing, métriques d'efficacité. Ce n'est pas un travail excitant, mais ça fait que les trains arrivent à l'heure, ou les camions dans notre cas. » Julien hocha, s'installant dans sa nouvelle chaise, ouvrant déjà l'interface de la base de données avec une efficacité pratique. En 2 heures, il avait trouvé la première anomalie. C'était subtil, le genre de chose qui passerait inaperçu à quiconque n'était pas spécifiquement formé pour le voir. Les expéditions du port de Marseille montraient des déclarations de poids qui ne correspondaient pas au calcul de capacité des conteneurs. Les temps de transit étaient 18% plus longs que ce que les routes standards exigeraient. Et les codes de suivi, enterrés dans des milliers de lignes de données que personne ne regardait jamais, suivaient un pattern que Julien reconnut immédiatement de ses années à l'agence. C'était une ancienne méthode de cryptage, une qu'il avait rencontrée des années auparavant quand il analysait les réseaux de contrebande opérant depuis l'Europe de l'Est. Quelqu'un avait intégré des informations cachées dans des numéros d'identification apparemment aléatoires. En utilisant un chiffre qui ressemblerait à du bruit insignifiant pour tout observateur normal, mais était en fait un système de communication sophistiqué. Julien ne dit rien à personne,
Il continua son travail, méthodique et sans hâte, tandis que son esprit cataloguait chaque écart, chaque pattern, chaque fil qui reliait une anomalie à une autre. L'image était incomplète, mais même le fragment suggérait quelque chose de massif. Ce soir-là, assis avec Emma dans leur appartement tandis qu'elle travaillait sur son jeu de code, elle leva les yeux vers lui avec la perception qui l'étonnait toujours. « Tu penses à quelque chose, papa? Tes yeux deviennent différents quand tu résous un puzzle. Ils deviennent vraiment concentrés. » Julien sourit, à la fois fier de son observation et inquiet de ce dans quoi il les entraînait tous les deux. « J'ai trouvé un problème difficile au travail, un vraiment difficile. » Le visage d'Emma était sérieux, avec la gravité que seuls les enfants de 9 ans peuvent rassembler. « Tu vas le résoudre, tu résous toujours. » Il tendit la main pour ébouriffer ses cheveux, mais son esprit était ailleurs, calculant des risques, pesant les options, considérant la distance entre ce qu'il avait découvert et ce qu'il devrait en faire. Les semaines suivantes devinrent une danse prudente entre deux identités. Julien arrivait au travail chaque matin, effectuait ses tâches assignées avec une compétence tranquille et utilisait chaque moment libre pour creuser plus profondément dans les données. Il cartographia le flux d'expéditions suspectes, identifia les ports et entrepôts qui apparaissaient encore et commença à construire une image de quelque chose de beaucoup plus grand que de simples irrégularités comptables. Les patterns pointaient vers une société écran appelée Meridian Freight. Sur le papier, c'était un partenaire légitime contracté pour des services d'expédition spécialisés. Mais quand Julien croisa les données, il ne trouva aucune adresse physique, aucun dossier d'employé, aucune évidence que l'entreprise existait au-delà de la paperasse et des comptes bancaires au Luxembourg. Quelque chose n'allait vraiment pas chez Dubois Logistics et Julien allait découvrir exactement quoi. La réunion générale eut lieu dans la salle de conférence principale, un espace conçu pour intimider avec ses plafonds de 9 mètres et ses fenêtres du sol au plafond donnant sur l'horizon lyonnais. Isabelle Dubois se tenait à l'avant, commandant l'attention sans effort apparent. Elle était plus jeune que Julien ne s'y attendait, peut-être 29 ans, avec des traits aigus et des yeux couleur vert de mer qui semblaient évaluer tous ceux sur qui il se posait. Elle parla de projections de croissance et de parts de marché, de la vision de l'entreprise pour l'avenir, et Julien regarda les autres employés hocher la tête, comme des fidèles recevant un sermon d'un prédicateur particulièrement charismatique. Après la réunion, l'assistante d'Isabelle s'approcha du bureau de Julien. « Mademoiselle Dubois aimerait vous voir dans son bureau. Maintenant, si vous êtes disponible. » Le 18e étage était un monde entièrement différent. Tout bois poli et œuvres d'art originales, et une vue qui s'étendait jusqu'à l'horizon dans toutes les directions. Isabelle était assise derrière un bureau qui coûtait probablement plus que le salaire annuel de Julien, sa posture détendue, mais ses yeux aigus et calculateurs. Julien posa qui ramassé, qui sait que je suis Moreau, dit-elle, gesticulant vers une chaise face à elle. Votre rapport d'efficacité sur les routes du Sud-Est était impressionnant. Vous avez identifié des goulots d'étranglement que notre équipe senior a ratés pendant 2 ans. Julien s'assit, son expression soigneusement neutre. J'aime juste les chiffres. Ils racontent des histoires si on sait comment écouter. Isabelle se pencha légèrement vers l'avant, l'étudiant. Ne soyez pas modeste. Je sais comment reconnaître le talent. Et vous l'avez. C'est pourquoi je vous offre une promotion. Ses yeux ne quittèrent jamais son visage, regardant pour toute réaction, tout signe qui pourrait révéler ce qu'il pensait. Analyste senior, rapport direct aux opérations, triple de votre salaire actuel, plus accès à notre architecture de données complète. Julien garda sa respiration stable, son expression agréablement neutre. 12 ans d'entraînement gardaient son langage corporel, complètement neutre. C'est une offre généreuse. Je ne suis qu'un type qui aime les patterns et qui veut rentrer chez sa fille à une heure raisonnable. Le sourire d'Isabelle ne vacilla pas, mais quelque chose scintilla derrière ses yeux. De l'intérêt peut-être, ou de la suspicion. Réfléchissez-y. Les opportunités comme celle-ci n'arrivent pas souvent.
Après qu'il soit parti, Julien prit l'ascenseur, son esprit traitant les implications de tout ce qui venait d'arriver. Elle le testait, réalisa-t-il. L'offre était genuine, mais c'était aussi une évaluation. Isabelle Dubois avait bâti sa réputation sur la lecture des gens, sur l'identification des menaces avant qu'elles ne se matérialisent. Ses compétences inhabituelles avaient attiré son attention, et maintenant, elle essayait de déterminer s'il était utile ou dangereux. Dans son bureau, Isabelle décrocha son téléphone au moment où la porte se ferma derrière Julien. « Jonathan, dit-elle à son CFO, le nouvel analyste, Moreau, je veux une vérification complète de ses antécédents, en profondeur, tout ce que vous pouvez trouver. » La voix de Mercier était prudente à l'autre bout. « Quelque chose vous inquiète à son sujet? » Isabelle se tourna pour regarder par la fenêtre la ville en contrebas, son reflet fantomal sur la vitre. Il ne m'a pas regardé comme les hommes me regardent habituellement. Il n'était pas impressionné ou intimidé ou attiré. Il m'observait, calculait. Elle marqua une pause, sa mâchoire se tendant. « Je n'aime pas être de l'autre côté de cette équation. » « J'aurai un rapport complet d'ici la fin de la semaine, promit Mercier. Isabelle termina l'appel et resta à la fenêtre un long moment, regardant le trafic couler dans les rues bien en bas comme du sang dans les veines. Elle avait hérité des instincts de son père avec son entreprise, et ces instincts lui disaient que Julien Moreau n'était pas ce qu'il paraissait être. Ce qu'elle ne savait pas, ne pouvait pas savoir, c'était que l'homme tranquille, avec le sourire agréable et le comportement anodin, avait déjà percé sa façade élaborée à jour. Que chaque chiffre qu'elle pensait caché, chaque pattern qu'elle croyait invisible, était catalogué et décodé par quelqu'un qui avait passé toute sa carrière à faire exactement cela, pour des gens bien plus dangereux qu'elle. Le jeu avait commencé, et aucun joueur ne comprenait entièrement les véritables enjeux impliqués. Julien accepta la promotion, raisonnant que l'accès aux données de niveau supérieur lui permettrait de comprendre la portée complète de ce dans quoi il était tombé. Mais il fut prudent de jouer un rôle, de devenir quelqu'un de bien moins menaçant que la personne qu'il était réellement. Il posa des questions évidentes en réunion, celles auxquelles quiconque ayant réellement lu les matériaux de briefing connaîtrait déjà la réponse. Il travailla lentement, méthodiquement, n'affichant jamais la capacité analytique qui pouvait traiter 1000 points de données, dans le temps qu'il fallait aux autres pour en comprendre 10. Et chaque fois qu'Isabelle entrait dans une salle, il s'assurait d'avoir l'air impressionné, même légèrement ébloui, comme tout le monde semblait l'être. La performance était épuisante, mais nécessaire. Dans sa vie antérieure, il avait maintenu des couvertures, pendant des mois d'affilée, prétendant être des gens qu'il n'était pas, tout en rassemblant des renseignements qui apporteraient la chute d'empires criminels. Ce n'était pas différent, se disait-il, juste une autre mission. Pendant ce temps, il continuait son vrai travail dans les marges et les ombres. Les anomalies qu'il avait identifiées étaient des fils dans une tapisserie plus large, et pièce par pièce, il assemblait l'image que personne d'autre ne pouvait voir. Meridian Fret apparaissait dans les données comme un partenaire légitime contracté pour des services d'expédition spécialisés. Mais quand Julien creusa plus profond, il ne trouva aucune adresse physique, aucun dossier d'employé, aucune évidence réelle que l'entreprise existait au-delà de la paperasse et des comptes bancaires au Luxembourg. L'argent coulait dans Meridian et hors de Meridian, des millions d'euros qui apparaissaient brièvement dans le système avant de disparaître dans les opérations légitimes de Dubois Logistique, comme de l'eau absorbée dans le sable. Dans les soirées, après qu'Emma se couche, Julien s'asseyait dans son petit bureau à domicile, cartographiant des connexions et calculant des chiffres qui devenaient plus troublants à chaque semaine qui passait. La portée de l'opération était stupéfiante, bien plus grande que tout ce qu'il avait initialement suspecté. Une nuit, en enseignant à Emma un nouveau chiffre, un code de substitution plus complexe que tout ce qu'ils avaient essayé avant, elle fit une pause dans son travail et le regarda avec les yeux de sa mère. « Papa, pourquoi les gens cachent des messages en premier lieu? » Julien considéra soigneusement sa réponse, conscient que sa fille absorbait tout ce qu'il disait.
Parfois parce qu'ils veulent protéger quelque chose d'important, quelque chose qu'ils aiment, marqua-t-il une pause. Et parfois parce qu'ils veulent cacher quelque chose de mal qu'ils ont fait. Emma hocha lentement, traitant cette information. Laquelle est ta raison? Julien sentit sa poitrine se serrer d'amour et d'inquiétude à mesures égales. La première, ma chérie, toujours la première. Au travail, Julien remarqua que la surveillance s'intensifiait. La caméra de sécurité près de son bureau avait été ajustée, sa lentille pointant maintenant directement vers son poste de travail. Mercier trouvait des excuses pour passer devant son bureau plusieurs fois par jour, toujours avec une question ou un commentaire désinvolte qui semblait tout sauf désinvolte. Le département informatique effectuait des audits inattendus de son activité sur l'ordinateur. Julien reconnaissait les signes. Il avait été de l'autre côté de cette équation de nombreuses fois dans sa carrière, observant des cibles qui ne savaient sans pas qu'elles étaient observées. La différence était que maintenant, il savait, et il continuait quand même, prudent de ne pas leur donner quoi que ce soit d'actionnable, tout en construisant régulièrement son dossier. Il créa une carte mentale de tous ceux qui pourraient être impliqués dans l'opération. Isabelle était clairement au centre, l'architecte et bénéficiaire principal. Mercier gérait le côté financier, déplaçant l'argent à travers des comptes conçus pour obscurcir ses origines. Il y en avait d'autres aussi, des directeurs d'entrepôt et coordinateurs d'expédition dont les signatures apparaissaient sur des documents qui ne correspondaient pas tout à fait. Mais Julien avait besoin de plus que des soupçons et des patterns. Il avait besoin de preuves. Le genre qui tiendrait devant un tribunal fédéral, le genre qui ne pourrait pas être expliqué par des avocats chers et des juges amicaux. Alors, il continua à jouer l'imbécile. Il demanda à Mercier d'expliquer des concepts financiers de base que tout analyste comprendrait. Il fit de petites erreurs dans ses rapports, le genre qui suggérait la compétence mais pas la brillance. Il rit aux blagues d'Isabelle et hocha avec empressement à sa vision pour l'avenir de l'entreprise. Et chaque nuit, après qu'Emma s'endorme, il retourna à son vrai travail, construisant le dossier qui ferait tout s'effondrer. Les jours se transformèrent en semaines. Julien maintint sa couverture tout en rassemblant des preuves, toujours conscient des caméras qui regardaient, toujours prudent de paraître inoffensif. Il savait qu'il manquait de temps, mais il savait aussi qu'il était proche. Emma rentra de l'école avec un autre incident à rapporter, mais cette fois son comportement était différent. Chloé avait déchiré son devoir devant toute la classe, avait fait rire les autres enfants, tandis qu'Emma se tenait là avec des morceaux de son travail acharnés éparpillés à ses pieds, comme des confettis. Mais Emma ne pleurait pas. « Je ne l'ai pas laissé me voir bouleversée, » dit Emma. Sa petite mâchoire serrée avec une détermination qui rappelait tant Marie à Julien que son cœur lui fit mal. « Je sais que j'ai raison, et je pense que Chloé fait ces choses parce qu'elle est malheureuse à l'intérieur. Les gens heureux n'ont pas besoin de faire du mal aux autres. » Julien la serra dans ses bras, submergé par la fierté et la peur à mesures égales. Sa fille devenait plus forte, trouvant sa propre résistance face à la cruauté. Mais il savait aussi que ses actions chez Dubois Logistics pourraient mettre Emma en danger. Si Isabelle découvrait ce qu'il faisait, si elle décidait de le frapper à travers son enfant, la force nouvellement trouvée d'Emma pourrait ne pas être suffisante pour la protéger. Cette nuit-là, après leur jeu de code régulier, Julien assit Emma à la table de la cuisine avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Sérieux, d'une façon qui dépassait leurs conversations habituelles père-fille. « J'ai besoin de t'enseigner quelque chose de spécial, » dit-il. « Un code qui n'est que pour nous, pas pour le plaisir cette fois, mais pour si quelque chose d'important arrive jamais. » Les yeux d'Emma s'élargirent légèrement, sentant la gravité dans sa voix et y répondant avec un sérieux assorti. Julien sortit l'exemplaire usé de Charlotte et sa toile, qui avait été le livre favori de Marie à lire à haute voix. Le même livre qu'ils lisaient encore ensemble, parfois quand Emma manquait sa mère et avait besoin de se sentir connectée à sa mémoire. Il expliqua le code basé sur les numéros de page et les positions des mots. Un système simple, mais incassable que seul quelqu'un avec cet exemplaire exact de ce livre exact pourrait jamais décoder.
Si j'ai jamais besoin de te dire quelque chose d'important, dit Julien, tenant ses mains dans les siennes. Quelque chose que je ne peux pas dire à haute voix pour quelque raison que ce soit, j'utiliserai ce code. Tu comprends? Emma hocha solennellement, ses yeux brillants avec le poids de cette confiance secrète. Je me souviendrai, papa. Pour toujours, je promets. Plus tard cette nuit-là, après qu'Emma s'endorme, serrant le livre contre sa poitrine, Julien fit un appel téléphonique qu'il repoussait depuis des semaines. Thomas Brennan répondit à la deuxième sonnerie, sa voix rauque avec l'heure tardive et la surprise évidente. « Julien Moreau, je me demandais quand tu referais surface. » Ils avaient travaillé ensemble des années auparavant durant une opération conjointe entre DGSE et police judiciaire, qui avait démantelé un réseau de trafic humain opérant sur 3 continents. Brennan était l'une des rares personnes en dehors de l'agence qui comprenait exactement de quoi Julien était capable, et l'un des plus rares encore en qui Julien avait confiance avec sa vie. « Je pourrais avoir quelque chose pour toi, » dit Julien. « Dubois Logistics. À quelle profondeur va votre enquête? » Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne, remplie du poids d'informations classifiées et de décisions calculées. Assez profond pour savoir qu'on n'en a pas assez. On les surveille depuis 2 ans, mais on ne peut faire entrer personne à l'intérieur. La famille est paranoïaque, c'est paranoïaque, prudente, et prudente. Ils ont appris des erreurs passées. La voix de Brennan tomba à peine au-dessus d'un murmure. « Sois extrêmement prudent, Julien. Isabelle Dubois est jeune, mais elle a appris de son père, et il a fait disparaître 2 témoins en 2019. On n'a jamais trouvé les corps. » Julien absorba cette information, l'ajoutant au calcul de risque déjà en cours dans sa tête. Le danger était réel, plus réel qu'il ne l'avait entièrement reconnu jusqu'à ce moment. « Je suis prudent, dit-il. Mais je suis aussi proche. Donne-moi encore quelques semaines. » Après avoir raccroché, Julien resta assis dans l'obscurité de son petit bureau, pensant à Marie, à Emma, à la vie qu'il avait construite sur les ruines de l'ancienne. Il terminerait ce qu'il avait commencé. Il ferait tomber Isabelle Dubois et il le ferait sans laisser quoi que ce soit arriver à sa fille. C'était une promesse qu'il avait l'intention de tenir. L'image devint claire dans la 3e semaine de l'enquête de Julien, révélant quelque chose de bien pire qu'il n'avait initialement imaginé. Meridian Freight était une société écran, conçue pour blanchir l'argent d'organisations criminelles à travers les opérations légitimes d'expédition de Dubois Logistics. L'échelle était stupéfiante. Plus de 500 millions d'euros au cours des 3 dernières années, coulant à travers un réseau complexe de fausses factures et d'expéditions fantômes qui n'existaient que sur papier. Mais le blanchiment d'argent n'était qu'une partie de l'opération. Certains fonds étaient utilisés pour corrompre des officiels au port de Marseille. Des officiels qui fermaient les yeux quand certains conteneurs passaient l'inspection sans être ouverts. Ces conteneurs contenaient de l'électronique volée, des biens de luxe contrefaits et, pire encore, des composants technologiques restreints illégalement exportés vers des pays sous sanction. Le genre d'exportation qui violait la loi fédérale et mettait potentiellement en danger la sécurité nationale. Julien compila tout dans un fichier crypté, un dossier compréhensif qui connectait les noms aux chiffres, aux transactions aux dates. Chaque pièce de preuve était documentée, cross-référencée et vérifiée. Il le transmit à Brennan à travers un canal sécurisé, puis effaça toute trace de sa recherche de son ordinateur de travail en utilisant des protocoles qu'il avait appris des années auparavant pour exactement ce genre de situation. Mais il avait sous-estimé à quel point il l'observait de près. Mercier révisa les journaux d'accès ce soir-là même, notant des fichiers qui n'avaient pas été ouverts depuis des années apparaissant soudain dans l'historique d'activité. Des fichiers qui se connectaient à Meridian Freight, aux opérations de Marseille, à la vérité soigneusement cachée au centre de l'Empire d'Isabelle Dubois. Les horodatages racontaient une histoire qui ne pouvait pas être expliquée par l'analyse routinière de données. La convocation arriva à 19h quand le bâtiment s'était vidé et que les couloirs résonnaient de silence.
L'assistante d'Isabelle apparut au bureau de Julien avec un mince sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Mademoiselle Dubois aimerait vous voir maintenant. » Le 18e étage se sentait différent la nuit. Des ombres s'accumulaient dans les coins, les lumières de la ville scintillant froides à travers les fenêtres comme des étoiles distantes. Isabelle était assise derrière son bureau, Mercier se tenant à côté d'elle avec les bras croisés. Et entre eux, sur la surface polie, gisait un dossier que Julien reconnut immédiatement, son dossier personnel de la DGSE. Sa photographie avec Brennan d'il y a 5 ans, prise lors d'une conférence qu'aucun d'eux n'avait réalisée, être surveillé par des contractuels de renseignement privés. La voix d'Isabelle était de la glace. « Pensiez-vous que je ne découvrirais pas qui vous êtes? » Un analyste senior de la DGSE avec 12 ans d'expérience, travaillant soudain en saisie de données pour 60 000 € par an. Vous avez dû penser que j'étais stupide. Elle se leva, marchant autour du bureau avec une lenteur délibérée, ses talons claquant contre le parquet comme un compte à rebours. Vous avez été dans mon système, Monsieur Moreau, accédant à des fichiers que vous n'avez aucune raison d'accéder. Alors, je vais vous demander une fois, et j'attends une réponse honnête. À quoi exactement jouez-vous? Julien resta assis, sa posture détendue, sa respiration régulière et contrôlée. Il avait été formé pour des moments comme celui-ci, pour les interrogatoires et confrontations où montrer la faiblesse signifiait tout perdre. « Je ne joue à rien, dit-il calmement. Je fais mon travail, analyser les données, et vos données racontent une histoire très intéressante. » Isabelle s'arrêta directement derrière sa chaise, si proche qu'il pouvait sentir son parfum. Quelque chose de cher et floral qui ne pouvait pas masquer l'intention prédatrice en dessous. Sa voix tomba à peine au-dessus d'un murmure. « Vous avez une fille, Emma, n'est-ce pas? Elle va à l'école avec ma Chloé. » La menace resta suspendue dans l'air entre eux, peu subtile et indéniable. Ce serait tellement dommage si quelque chose arrivait à cette petite fille. Les enfants sont si fragiles. Les accidents arrivent tous les jours. Julien se tourna pour la faire face, et quelque chose dans ses yeux la fit reculer involontairement. Acier et glace. 12 ans de fixer des terroristes et des seigneurs du crime compressés en un seul regard qui promettait des conséquences. Vous venez de faire la plus grosse erreur de votre vie, Isabelle. Il sortit son téléphone de sa poche et le posa sur le bureau. L'écran montrait un appel actif, le minuteur tournant. Les mots « Police judiciaire Lyon » affichés clairement en dessous. Chaque mot qu'elle avait prononcé, chaque menace contre son enfant avait été transmise en direct aux agents fédéraux qui étaient à ce moment précis, en train d'entrer dans le bâtiment avec un mandat fédéral. Le visage d'Isabelle devint blanc quand le sang se draina de ses joues. Elle pivota vers Mercier, cherchant un soutien, un allié. Mais Mercier s'était adossé au mur, ses mains levées, son expression celle d'un homme qui avait déjà fait son choix et regardait maintenant les conséquences se dérouler. « Je ne sais rien de tout ça, » dit-il rapidement. « Je n'ai jamais été impliqué. » Au loin, l'ascenseur sonna. 3 jours plus tôt, Julien avait arrangé que Mercier découvre accidentellement des documents montrant qu'Isabelle prévoyait de faire de lui le bouc émissaire si l'opération venait jamais à la lumière. Faux ordre de transfert vers une filiale au Panama, mémo antidaté qui mettait la signature de Mercier sur des décisions clés. Une piste soigneuse d'évidence fabriquée qui l'aurait envoyé en prison tandis qu'Isabelle marchait libre. Face à cette révélation, Mercier avait fait exactement ce que Julien avait anticipé. Il était allé à la police judiciaire, avait offert sa coopération en échange de l'immunité, était devenu le témoin initié que Brennan cherchait depuis 2 ans. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un doux tintement. Brennan sortit d'abord, suivi par une équipe d'agents en équipement tactique, les sons de leurs bottes remplissant le silence qui était descendu sur le 18e étage. Ils bougèrent avec une efficacité pratiquée, se déployant pour sécuriser les sorties, tandis que Brennan s'approchait d'Isabelle avec des menottes déjà dans sa main. Isabelle Dubois,
Vous êtes en état d'arrestation pour blanchiment d'argent, fraude, exportation illégale de technologies restreintes et conspiration pour entraver la justice. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous dites peut et sera utilisé contre vous devant un tribunal. Le visage d'Isabelle se contorsionna de rage tandis que les agents lui lisaient ses droits, tandis que le métal froid se fermait autour de ses poignets avec un clic définitif. Elle se tourna vers Julien une dernière fois, ses yeux brûlants de haine. « Vous pensez avoir gagné? Mes avocats me sortiront d'ici demain matin. Je vous détruirai. Je détruirai votre fille. Je m'assurerai que vous ne... » « Mademoiselle Dubois, » interrompit Brennan, sa voix plate et professionnelle. « Je vous conseillerais fortement d'arrêter de parler. Tout ce que vous dites est enregistré et vous avez déjà rendu notre dossier considérablement plus facile. » Ils l'emmenèrent à travers le bureau qu'elle avait dirigé pendant 5 ans, passant devant les œuvres d'art et les vues et les monuments à son pouvoir. Julien la regarda partir, sentant non pas le triomphe, mais l'épuisement, le poids des semaines passées se posant finalement sur ses épaules comme un fardeau physique. Brennan s'approcha, lui tapotant le dos avec un respect génuin. « En faire d'un travail, Julien. On l'a eu pour blanchiment d'argent, fraude, violation d'exportation, et maintenant menace d'un témoin fédéral. Elle regarde 30 ans de temps fédéral minimum. » Julien hocha distraitement. Son esprit était déjà ailleurs, déjà en train de penser à Emma, à rentrer chez lui, à retourner à la vie tranquille qu'il avait choisie 4 ans plus tôt quand il avait abandonné tout ce qu'il avait construit. « Les preuves tiendront devant le tribunal ?» demanda-t-il. « Solide comme le roc. Entre ce que tu as rassemblé et le témoignage de Mercier, elle est finie. Toute son opération est finie. » Brennan marqua une pause, étudiant le visage de Julien avec les yeux de quelqu'un qui comprenait exactement ce que cela avait coûté. « Tu sais, il y a une place pour toi au bureau. Consultant, analyste, quel que soit le titre que tu veux. On pourrait vraiment utiliser quelqu'un avec tes compétences. » Julien secoua lentement la tête. « J'apprécie Tom, mais j'ai une fille qui a besoin que son père soit à la maison pour le dîner chaque soir. » Il sortit à travers le lobby, passant devant le bureau de réception brillant et les logos corporatifs et les gardes de sécurité qui avaient l'air sous le choc par ce qu'ils venaient d'assister. L'air de la nuit était frais sur son visage, portant le parfum du printemps, de renouveau, de fin et de nouveaux commencements. Dans sa poche, son téléphone bourdonna avec un texto de la voisine qui gardait Emma. « Tout va bien. Elle dort. Prends ton temps pour rentrer. » Julien sourit pour la première fois en heures. Le travail était fait. Isabelle Dubois ferait face à la justice pour ses crimes, passerait des décennies en prison à payer pour les vies qu'elle avait endommagées et les lois qu'elle avait brisées. L'argent qu'elle avait blanchi serait tracé et saisi. Les officiels corrompus seraient arrêtés. Toute la structure pourrie serait démantelée et exposée à la lumière. Mais pour Julien, la victoire était plus simple que cela. Il avait protégé sa fille. Il lui avait enseigné à travers ses actions que les puissants n'étaient pas intouchables, que la justice était encore possible, même quand les chances semblaient impossibles. 3 mois plus tard, le printemps était venu à Lyon, apportant chaleur et nouvelle croissance aux rues historiques du Marais. Le procès d'Isabelle Dubois domina les nouvelles pendant des semaines. Un défilé de preuves et témoins et arguments légaux qui se termina par des verdicts de culpabilité sur 47 chefs d'accusation. Elle passerait les 3 prochaines décennies dans une prison fédérale, son empire démantelé, son nom synonyme de corruption et cupidité. Julien reçut des offres à la fois de la police judiciaire et de ses anciens collègues de la DGSE, postes de consultants avec des salaires qui auraient résolu chaque souci financier qu'il pourrait jamais avoir. Il les refusa toutes sans hésitation. Au lieu de cela, il accepta un poste avec une organisation à but non lucratif qui enseignait la cybersécurité aux adolescents défavorisés. Un travail qui payait modestement, mais lui permettait d'aller chercher Emma à l'école chaque après-midi à 15 heures. La vie d'Emma avait changé aussi.
Chloé Dubois avait déménagé à Marseille pour vivre avec sa grand-mère, retirée de l'école Saint-Antoine la semaine après l'arrestation de sa mère. Le harcèlement s'arrêta, les murmures s'estompèrent, et Emma récupéra graduellement la confiance qui avait été érodée par des mois de cruauté. Puis, un après-midi, Emma rentra à la maison avec une enveloppe adressée d'une écriture d'enfant soigneuse. La lettre à l'intérieur était brève. « Je suis désolée pour ce que je t'ai fait. J'étais méchante et tu ne le méritais pas. J'essaie d'être meilleure maintenant. Chloé. » Julien regarda Emma lire la lettre, regarda son visage passer par la surprise et la confusion, et finalement quelque chose qui ressemblait à la paix. « Elle essaye, » dit doucement Emma. « C'est bien, non, papa? » Julien hocha. « C'est bien, ma chérie, c'est vraiment bien. » Un soir de fin mai, quand le coucher de soleil peignit le ciel au-dessus de Lyon en nuances de rose et or, Julien et Emma étaient assis sur leur petit balcon, un morceau de papier entre eux. C'était leur rituel, inchangé par tout ce qui s'était passé, le jeu de code qui les avait portés à travers le chagrin et le danger et la peur. Emma se pencha sur le papier, travaillant le chiffre avec la facilité de la longue pratique. Quand elle termina, elle leva les yeux avec un sourire qui rappelait à Julien si puissamment Marie que sa respiration se coinça dans sa poitrine. « M et ERCIP, AP et A, annonça-t-elle. Julien leva un sourcil. « Qu'est-ce que tu me remercies? » Emma grimpa dans ses bras, reposant sa tête contre sa poitrine. De toujours me protéger et de m'apprendre que les gens intelligents n'ont pas besoin de crier pour être entendus. Julien serra sa fille de près, regardant la dernière lumière s'estomper du ciel. Le signal le plus important, dit-il doucement, est celui entre les gens qui s'aiment. Il n'a pas besoin d'être décodé, il est toujours clair. Emma se blottit plus près, et ensemble, ils regardèrent les étoiles sortir une par une au-dessus de la ville qu'ils appelaient chez eux. Dans les semaines qui suivirent, la vie reprit un rythme paisible que Julien avait craint de ne jamais retrouver. Les leçons de cybersécurité l'absorbaient pendant la journée, mais le soir appartenait à Emma, aux devoirs et aux jeux de code et aux histoires lues à voix haute, jusqu'à ce qu'elle s'endorme dans ses bras. Un matin, en lisant le journal, pendant qu'Emma préparait son cartable pour l'école, Julien tomba sur un petit article en page 3. Isabelle Dubois s'était vue refuser une nouvelle demande d'appel. Ses avocats continuaient de se battre, mais les preuves étaient trop solides, le témoignage trop damaging. Elle passerait le reste de sa vie en prison et son empire criminel resterait démantelé. Emma jeta un coup d'œil par-dessus son épaule au journal. « C'est la méchante dame, n'est-ce pas? Celle qui faisait du mal aux gens? » « Oui, » dit Julien. « Mais elle ne peut plus faire du mal à personne maintenant. » Emma hocha, satisfaite. « Tu l'as arrêtée parce qu'elle était méchante avec moi. » Julien replia le journal et regarda sa fille, ce petit être humain extraordinaire qui comprenait instinctivement que justice et amour étaient la même chose. « Je l'ai arrêtée, dit-il, parce que c'était la bonne chose à faire, et parce que je t'aime. » Alors qu'ils marchaient ensemble vers l'école, la main d'Emma dans la sienne, Julien savait qu'il avait fait le bon choix. Il avait abandonné une carrière de prestige pour être présent pour sa fille. Il avait utilisé ses compétences non pour la gloire ou la reconnaissance, mais pour protéger ce qui comptait le plus. Certains signaux, réalisa-t-il, n'avaient pas besoin d'être décodés. Certaines vérités étaient aussi claires que l'amour entre un père et sa fille, aussi simple que le choix de faire ce qui était juste quand personne ne regardait. Et tandis qu'ils disparaissaient dans les rues ensoleillées de Lyon, leur conversation se mêlant au bruit de la ville qui s'éveillait, Julien savait qu'il avait trouvé quelque chose de plus précieux que toute carrière d'espionnage. Une vie worth protecting, un amour worth fighting for, et la paix qui vient de savoir que quand ça comptait le plus, il avait choisi correctement. Si cette histoire de courage paternel et de justice silencieuse vous a marqué, elle nous rappelle que les vrais héros ne portent pas toujours des costumes brillants, parfois ils portent des uniformes froissés et rentrent chez eux pour aider au devoir.
Julien nous a montré que l'amour d'un père peut être l'arme la plus puissante contre la corruption et que protéger sa famille peut parfois signifier sauver la société entière. Son histoire prouve qu'il ne faut jamais sous-estimer un père qui se bat pour sa fille, car il n'y a pas de force plus implacable que l'amour paternel face à l'injustice. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui célèbrent la paternité héroïque, la justice silencieuse et le pouvoir transformateur de choisir l'humanité avant l'ambition.